Alors, aujourd'hui, je commence. On en était à la lecture de la deuxième partie de l'introduction à l'édition allemande des écrits, qui est un texte qui date de 1973. Et lorsque je le préparais, j'ai voulu le réarticuler à partir de la dernière phrase que l'on trouve à la page 2, dans la version que je vous ai envoyée. Et vous avez cette phrase qui me paraît très juste et qui pourrait constituer l'orientation d'aujourd'hui. Lacan écrit: bien sûr, entre les êtres qui sexuaient le son, il y a, et il rajoute un mot que je ne vous dis pas pour le moment, parce que je voudrais revenir sur le début de la phrase, ce que fait Lacan lui-même en mettant une incise entre parenthèses. Il écrit, bien sûr, entre les êtres qui sexuaient le son, voilà l'incise entre parenthèses, quoique le sexe ne s'inscrive que du non-rapport. Et ensuite, il y a, je vous donnerai le mot. Donc, le sexe ne s'inscrit que du non-rapport. On avait essayé d'insister sur ce point la dernière fois, c'est-à-dire que ne peut pas être inscrit, on va le dire très simplement, ce qui ferait rapport sexuel entre les êtres sexués au moment de la rencontre. Alors, on est en 1973, j'ai trouvé pour la circonstance un texte difficile, mais que l'on trouve dans un discours qui ne serait pas du semblant, qui date de 1971, dans le chapitre qui s'appelle L'homme et la femme et la logique, et les remarques qui m'intéressent commencent à la page 138 et vont jusqu'à la page 144. Ce sont des pages extrêmement denses, mais qui déplient en quoi, à nouveau et inlassablement, Lacan construit le non-rapport sexuel et le fait que la rencontre entre les êtres sexués ne peut pas être écrite du point de vue d'un rapport. Et que vous avez des quantités de références dans les textes de Lacan où le non-rapport est démontré. Ce qui est démontré, c'est pas le rapport, justement, c'est le non-rapport. Je ne vais pas reprendre les démonstrations, puisqu'au fond, Lacan, dans la préface à l'édition allemande, ne le fait pas, mais simplement, c'est pour vous rappeler que ça a déjà été démontré. Et c'était un peu la caractéristique de ce texte que j'ai décrit la dernière fois, je ne sais pas si le terme est bon, mais je le reprends aujourd'hui, qui est un texte elliptique, et que si vous voulez déplier le caractère elliptique justement en supprimant les ellipses, il vous faut revenir à d'autres textes, dont par exemple celui dans un discours qui ne serait pas du semblant, et notamment à la page 141, où vous avez la négation du quanteur universel, pas tout X, et vous avez la négation du quantificateur existentiel. Il existe au moins un X tel que. Et la négation, c'est-à-dire il y a au moins un X qui n'est pas soumis à la proposition affirmative. J'ai relu ça assez rapidement pour la circonstance et j'ai trouvé que c'était suffisamment bien articulé, de façon difficile mais bien articulée, pour citer cette référence parmi tant d'autres. Donc, on en était où? On en était au début de cette phrase.
avec l'incise, c'est-à-dire l'affirmation du non-rapport sexuel, pour inscrire le sexe dans l'inconscient. Alors maintenant, je vais vous donner la phrase intégrale en supprimant l'incise, et ça donne, bien sûr, entre les êtres qui sexués le sont, virgule, il y a des rencontres. Alors, vous pourriez immédiatement m'objecter que je viens de lire Lacan qui affirme il y a des rencontres, alors que dans les instants qui précédaient, je vous ai dit il n'y a pas de rencontre au moment de la rencontre des sexes. J'ai précisé il n'y a pas de rencontre qui écrivent le rapport sexuel. Et que les rencontres dont on parle à propos des êtres sexués s'inscrivent dans l'inconscient à partir du non-rapport. Autrement dit, qu'est-ce que le non-rapport permet comme rencontre? Qu'en est-il des rencontres s'il n'y a pas de rapport sexuel, mais que là où il devrait être inscriptible le rapport sexuel, s'inscrit le non-rapport. Ça, c'est l'enjeu. Si on a une lecture rapide qui n'est pas la vôtre, si on a une lecture un peu primaire qui n'est absolument pas la vôtre, on pourrait croire que si c'est le non-rapport qui s'écrit et non le rapport, alors il n'y a pas de rencontre. Si justement, c'est là au fond le paradoxe et le malheur et le malentendu et le drame et la maladie en quelque sorte des êtres sexués et parlants que nous sommes, c'est que le fait qu'on ne puisse pas inscrire le rapport sexuel, que donc ne s'inscrit en logique, en écriture mathématisée que le non-rapport, ça n'exclut pas les rencontres. Au contraire, ça conditionne les rencontres qui sont celles des êtres sexués et parlants que nous sommes. Des rencontres au pluriel, des rencontres multiples, variées, qui font nos vies, vos vies, ma vie, ou la vie de tout un chacun. Il y a des rencontres. Est-ce que dans le monde animal, on peut dire qu'il y a au même titre des rencontres? C'est pas sûr, puisque la question du sexuel ne s'inscrit pas du non-rapport, mais s'inscrit du point de vue, par exemple, de l'instinct. C'est parce qu'il n'y a pas l'écriture possible du rapport et que ne s'écrit que le non-rapport, qui est une écriture, le non-rapport. Vous écrivez qu'il n'y a pas de rapport, il y a un non-rapport. C'est bien la raison qui rend compte du fait qu'il y a des rencontres multiples, variées, infinies, singulières. Vos rencontres, ce sont vos rencontres, ce ne sont pas celles de vos voisins. Une fois qu'on a cette idée que ce que nous appelons les rencontres, et nous passons notre temps dans les séances, par exemple, à parler de nos rencontres, ça procède de l'écriture du non-rapport. Une fois qu'on a cette idée, c'est quel est le statut de ces rencontres? De quelles rencontres s'agit-il? Et je vous propose de lire les 2 dernières pages de cette préface qui en comporte, dans l'édition que je vous ai envoyée tout au moins, dans la mise en page que je vous ai envoyée qui en rapporte 4, de vous dire que ça peut constituer
une modalité d'entrée dans la lecture des 2 dernières pages. Et je vous propose de vérifier si cette modalité d'entrée est pertinente ou pas. Il me semble qu'elle est suffisamment forte pour permettre d'entrer dans le texte, non pas d'épuiser l'ensemble de ce que Lacan dit, mais tout au moins d'avoir une boussole robuste. Les rencontres des êtres parlants procèdent du non-rapport sexuel. Nous ne rencontrons que parce que dans notre inconscient ne s'inscrit pas le rapport sexuel. Lacan précise, avec une phrase qu'il a souvent, ou d'un mot qu'il a souvent segmenté, il dit il y a du, et là il segmente le mot bonheur en 2 mots, il y a du bon et heur. Et je précise pour ceux qui ne sont pas de langue française que heur, H-E-U-R, c'est la rencontre qui cogne, c'est un heurt. En français il existe le verbe heurter, je me suis heurté à une porte, à un mur, je me suis heurté la tête contre un arbre, etc. Je me suis heurté le pied j'ai heurté mon pied, je me suis heurté le pied, etc. Toutes des conjugaisons du verbe heurter, et là c'est isoler le heurt, la rencontre qui n'est pas facile, la rencontre qui présente justement un arrêt, la rencontre d'un point qui fait arrêt. Et donc là, la difficulté, c'est de penser un heurt, H-E-U-R, qui puisse être qualifié de bon, alors qu'on serait plutôt tenté de dire que le heurt est articulé au mauvais, au désagréable, au douloureux, au difficile, à l'insupportable, etc. Vous avez tout à fait un autre champ sémantique qui s'ouvre, et là, c'est de faire entendre que dans bonheur, il y a le heurt. La bonne rencontre, mais en ceci que toute rencontre est un heurt, H-E-U-R-T. Ça, le névrosé a une certaine difficulté puisqu'il aimerait des rencontres qui soient dégagées du heurt, du H-E-U-R, des rencontres en quelque sorte où on ne se heurte pas, un monde où les rencontres se réduisent à des sortes d'airbags généralisés. Et là, Lacan fait entendre justement que même dans le bonheur, il y a cette dimension du heurt et que donc la rencontre doit être sortie d'une certaine imagerie fleur bleue. Et il ajoute, il y a du bon heurt, écrit plus loin, il n'y a même que ça, au petit bonheur la chance. Et là, vous voyez que la chance, la bonne fortune, c'est aussi ce que le mot grec tuké, qu'on a traduit par le heurt, qui s'oppose à l'automaton, vient indiquer, à savoir en grec, la bonne fortune, la chance, etc. Le champ sémantique du grec permet d'aller jusque-là. Et dès que vous introduisez au petit bonheur la chance, vous voyez que la dimension du heurt, qui est une des figures du réel, une des formes du réel, non pas la forme logique, mais la forme au moment de la rencontre, eh bien, c'est d'indiquer qu'il y a dans la rencontre, y compris celle qui fait bonheur, il y a toujours la présence de cette tuké dont depuis le séminaire de 64, les 4 concepts,
nous savons quel est l'index du réel qui n'entre pas, qui n'est pas apaisé par les raies de l'automatone du signifiant. Les réseaux signifiants ont une fonction d'automatone assurant une forme de répétition. Donc, quand il dit au petit bonheur la chance, vous voyez que ça change la perspective, ça subvertit la dimension fleur bleue de la rencontre, puisque la rencontre, c'est la tuquée. Et qu'il y a toujours une dimension de heurt dont il donnera, dans le séminaire de 64, une des formes classiques freudiennes, le heurt dans le traumatisme. Le traumatisme comme heurt, l'a conçu comme l'échec du principe de plaisir, l'échec de l'automatone, l'échec du réseau signifiant à tamponner la rencontre, le heurt et le traumatisme. Ce qui n'est pas intégrable, ce qui n'est pas symbolisable, etc. D'où la théorie du propre à la psychanalyse et à Freud de la constitution du traumatisme en deux scansions et que c'est toujours rapporté au signifiant que le traumatisme peut se construire comme tel. Il faut l'après-coup d'un réseau signifiant qui produit son exclu et qui ne reste pas inconnu, mais qui est là, localisé dans le réel. Et donc, une autre forme, c'est la forclusion, ce qui n'est pas symbolisé, fait retour dans le réel. Mais vous voyez que cette logique, si on articule tuqué automatone, elle permet non seulement de rendre compte de ce qui fait retour dans le réel dans la psychose, par exemple l'hallucination verbale, mais aussi de la rencontre même de ce qui fait trauma, indépendamment de la catégorie clinique de la psychose. Donc au petit bonheur la chance, qui paraît être une image presque agréable, folklorique, avec le petit brin de muguet, au fond, ça ne fait qu'indiquer la rencontre au sens de ce qui fait heurt. Et que la rencontre, quelle qu'elle soit, même si elle est bonheur, est marquée de cette dimension du traumatisme. Lacan continue, les êtres parlants sont heureux, heureux de nature, etc. Mais c'est un bonheur qui n'exclut pas le réel, alors que souvent nous pouvons concevoir dans la bêtise du moi du névrosé le bonheur comme excluant la rencontre, excluant le heurt, excluant la tuquée, et c'est pour ça que segmentant bonheur en bon d'un côté et heurt de l'autre, Lacan nous rappelle que quand nous parlons, nous n'entendons pas ce que nous disons. Nous venons recouvrir avec le mot bonheur ce que le mot bonheur inclut, à savoir le heurt, H-E-U-R. Je pense même que ce que je vous livre là fait introduction à ce qui suit, puisque Lacan pose la question: est-ce que, de par le discours analytique, ça ne pourrait pas devenir un peu plus, à savoir que les êtres parlants soient heureux, avec la bêtise associée là à l'expression du heureux. C'est le sourire de l'idiot dont il parle, dans, si ma mémoire est bonne, dans le séminaire de 64, et qui vient présentifier
l'enfant masturbateur, l'idiotie de la masturbation. On est heureux, mais à quel prix? Donc l'idée de Lacan, c'est si dans le bonheur il y a le heurt, si dans la rencontre il y a ce qui procède, ce qui résulte du non-rapport, alors la psychanalyse peut dire autre chose sur les êtres parlants, qu'ils sont heureux, ou ils sont pas heureux, mais on va les rendre heureux. On va les rendre joyeux. Et c'est marrant parce qu'en vous racontant ces oppositions entre heureux, par exemple, et triste, etc., je retrouve des mots qu'on me fait apprendre en italien où on oppose triste et à allegro. Eh bien, vous voyez que la nature heureuse, c'est pas ce que nous prône, mais le discours analytique. Est-ce qu'on peut dire que faire une analyse, c'est en quelque sorte se déprendre de ce heureux de nature pour faire l'épreuve que le bonheur, c'est une bonne rencontre au sens du heurt et de la tuque. Je répète certains mots plusieurs fois, mais en fait, j'avance puisque je construis ma question. Et du reste, c'est le mot qu'emploie Lacan. Voilà la question, dit-il, et il ajoute que il n'en parlerait pas de cette question s'il n'avait pas déjà la réponse. C'est très intéressant parce que à plusieurs reprises dans cette préface d'introduction, Lacan fait référence au binôme question-réponse. Et il précise dans chaque cas qu'il ne poserait pas la question s'il n'avait pas déjà la réponse. Ça, c'est formidable parce que l'expérience de la cure fait preuve de ce binôme et qu'on ne poserait pas la question si on n'avait pas déjà la réponse. Bien sûr, allez-vous me dire, mais parfois on pose des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Croyez-vous vraiment? Pour le champ des sciences, oui, puisque l'énonciation et le corps et l'inconscient ne sont pas engagés. C'est un savoir textuel qui a sa propre autonomie. On peut poser une question sur comment résoudre une équation du deuxième degré et la réponse me préexiste. Mon corps n'y ajoutera rien, mon inconscient non plus. Ce sont des écritures mathématisées. De même pour les savoirs textuels qui existent dans les dictionnaires, qui existent dans les encyclopédies. On est d'accord. Mais c'est pas de cela dont on parle, c'est qu'en est-il du binôme question-réponse pour les êtres parlants que nous sommes. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire du point de vue de l'inconscient et du fait que quand nous parlons, l'inconscient nous agit, notre inconscient nous agit. Et la réponse de Lacan est toujours « je ne poserai pas la question s'il n'y avait pas déjà la réponse ». Et naturellement, chacun se dit « mais je pose des questions, mais je ne sais pas où sont les réponses qui sont déjà là ». Et pourtant, si on pose une question, du point de vue de l'inconscient, c'est que déjà la question a sa réponse, c'est-à-dire que la réponse est déjà là, et que paradoxalement, la question vient dans un deuxième temps. Elle vient dans un deuxième temps, révélant que la réponse est déjà là, que la réponse est écrite. Déjà là, c'est la phrase de Lacan. Écrite, c'est ce qu'on peut rajouter, et qu'on ne pose une question que pour retarder le moment où la réponse
s'imposera avec les conséquences qu'elle implique, puisqu'elle est affirmative. Et elle a des conséquences, elle implique. Si je demande « est-ce que tu m'aimes ?» à la personne qui fait partenaire, par exemple, on pourrait penser que je n'ai pas la réponse, que je ne sais pas si le ou la partenaire m'aime et que c'est à ce titre que je lui pose la question pour avoir d'elle la réponse, ou de lui la réponse. Si on est strict avec Lacan, je peux poser la question, mais je ne la pose qu'en ceci que la réponse est déjà écrite. La réponse qui est écrite, personne ne vous dit qu'elle est sur le mode « oui, je t'aime »,« oui, je ne t'aime pas » ou « non, je ne t'aime pas ». Il faut savoir quelle est la réponse qui est donnée et que la question peut-être implique une réponse qui n'est pas celle que l'on croit et que même je ne pose une question que pour ignorer la réponse déjà là. Vous en avez un exemple célèbre chez Freud dans la métapsychologie. Et dans ce qui permet de la repérer in concreto dans Psychopathologie de la vie quotidienne en 1905. Et vous l'avez également dans Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, avec le fameux exemple que Lacan commente à plusieurs reprises. Pourquoi deux juifs qui parlent sur un quai de gare, l'un demande à l'autre « où vas-tu » Celui qui a reçu la question répond « je vais dans telle ville » et celui qui a reçu la réponse à la question qu'il posait lui dit angoissé dans un moment d'insupportable « pourquoi me dis-tu que tu vas à tel endroit alors que tu y vas vraiment pour que je croie que tu vas ailleurs ?» Donc on montre bien là que la question et la réponse ne sont pas en miroir, ne sont jamais en miroir, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et que la question n'est posée souvent que pour ignorer la réponse déjà donnée. Ça, les obsessionnels connaissent bien, puisqu'ils posent toujours beaucoup de questions, et que ils le repèrent assez vite, s'ils font une analyse. Comment? C'est pour surtout ne pas connaître la réponse. Donc, ils posent des questions extrêmement complexes, des questions sophistiquées, des questions alambiquées. Et quand on ne comprend pas une question, il faut se dire que c'est parce que la réponse ne veut pas être entendue par celui qui pose la question. Et la réponse est déjà là pour lui. Donc Lacan dit, je demande si le discours analytique, au fond, va se contenter de prendre les sujets parlants heureux, et on va en rester là, et s'ils ne le sont pas, on va en quelque sorte faire qu'ils puissent le devenir. C'est toutes les promesses de joie, de bonheur dont on oublie le H-E-U-R-E, le R, qui sont proposées ici ou là. C'est même ce que quand même propose la psychothérapie. C'est un terme psychothérapie qui m'a toujours fait horreur. Horreur. Je n'aurais jamais pu me référer à ce terme, me placer sous ce terme, faire référence à ce terme, indiquer ce terme après mon nom, etc. Je fais pas simplement, je vous raconte pas ma vie, simplement c'est pour vous dire comment, et j'ai mes raisons, le terme de psychothérapie, justement, est homogène avec heureux et moins heureux. Vous êtes moins heureux, la psychothérapie va vous rendre heureux ou plus heureux. Peut-être pas la prétention de rendre heureux, mais en tout cas, il n'y a aucune psychothérapie
refuserait de rendre plus heureux les malheureux. Ce n'est pas le champ de la psychanalyse. Le terme de psychiatrie ou de psychiatre ne me fait pas cet effet. Ça, c'est tout à fait autre chose. Il existe des cardiologues, il existe des neurologues, il existe des dermatologues, il existe des psychiatres. Le terme n'a pas ce caractère mièvre de psychothérapie ou de psychothérapeute. C'est autre chose. Même si, effectivement, la catégorie de la guérison, de la santé, etc., sont des concepts à l'œuvre comme dans toute la médecine. Mais c'est autrement plus sophistiqué que la référence à heureux. Bien sûr qu'un dermatologue se demande s'il va rendre heureux les patients qu'il soigne d'un psoriasis. C'est pas un terme, en tout cas, de son vocabulaire, même s'il va parler d'amélioration et qu'il suppose, psychologiquement parlant, que ne pas se gratter ou ne pas être envahi par un psoriasis, c'est sûrement mieux que d'être envahi de plaques qui démangent, etc., etc. Vous voyez qu'il y a l'épistémologie dans un cas, dans la médecine, est autrement plus costaud, autrement plus rigoureuse que la psychothérapie qui est un avachissement conceptuel et une impasse clinique. Quant à ceux qui peuvent utiliser le terme, psychologue aussi, je parle parce que c'est un psychologue, enfin, psychologue aussi, c'est un terme comme psychiatre ou comme masseur kinésithérapeute ou tout ce que vous voulez, il y a une acception précise avec son épistémologie, on peut la critiquer, mais enfin, ça a une autre tenue que psychothérapie et dont on peut se dire que ceux qui l'utilisent, au fond, sont des pourvoyeurs de soyez heureux, venez, soyez heureux, ou mettez le bonheur en un seul mot, en oubliant le heure, mettez la dimension d'heureux ou de gaieté ou de joie à l'ordre du jour et j'y peux quelque chose. Donc c'est un attrape-nigo, c'est une formule pour appâter le chaland. C'est cerise de Provence. Provence, c'est où je vis. Sorte ici, ça va être bon, ou bien poire biologique, etc. Donc, vous voyez que j'essaie de vous faire entendre cette dimension parce que la référence à heureux est un terme sous-jacent de tout ce qui se promeut sous le terme de psychothérapie. Et paraît-il, on a recensé au moins 500 psychothérapies. Donc, on voit bien en lisant le texte de Lacan, simplement à son émergence, à son orée de ces 2 pages, qu'il y a une critique de la psychothérapie et une distinction radicale entre ce qui relève de la psychothérapie et ce qui relève de la psychanalyse. Alors certains pourraient me dire, oui, d'accord, mais comment fait-on quand des patients ne sont pas prêts à faire une analyse, n'ont pas ce type de demande, est-ce qu'on les éconduit? Alors la réponse ne peut pas être générale, elle ne peut pas être pour tous, mais on peut ne pas éconduire et recevoir sans pour autant faire de la psychothérapie. On peut dire, je suis reçu par un analyste, mais je ne fais pas pour autant une psychanalyse. Vous connaissez cette anecdote rapportée de Lacan, ça a été rapporté dans des livres. Un analysant de Lacan téléphone à Lacan, il se nomme, dit voilà, je m'appelle un tel, je suis en analyse avec vous.
peut se dire, Lacan a tellement de patients qu'il va pas me reconnaître avec mon seul nom. Il ne faut pas qu'il me confonde avec je ne sais trop qui. Il précise, vous savez, je analyse avec vous. Et Lacan lui répond, sûrement pas. C'est une phrase terrible, ça ne voulait pas dire que le patient ne voyait pas Lacan. Et ça ne veut pas dire qu'il le voyait pour une psychothérapie. Ça voulait dire qu'il voyait un analyste, mais qu'il ne faisait pas une analyse. Ça, c'est formidable comme phrase. On peut voir un analyste, ne pas faire une analyse, sans que pour autant, ça soit de la psychothérapie. La différence maintenant, vous l'avez, tout au moins à la lecture de ce texte. Tout dépend si vous faites de heureux une boussole, ou si vous faites de bon, R, H-E-U-R, votre boussole. Si vous faites de heureux votre boussole, heureux de nature, donc on est heureux, alors là, la psychothérapie est possible, et si vous affirmez le heure de la bonne manière, le bonheur, là, le discours analytique peut trouver sa place comme boussole. Donc des phrases qui paraissent déconnectées de ce à quoi on est affronté aujourd'hui dans notre monde, la multiplication des psychothérapies, etc., vous voyez que on a là quelques outils pour dialoguer, pour montrer l'orientation de ce qui procède de la psychothérapie et de ce que Lacan appelle explicitement le discours analytique. Donc, à partir de cette introduction, qui est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais vous avez déjà une armature de combat. Le combat pour nous, c'est quelle est la spécificité du discours analytique. C'est la seule chose qui nous intéresse. Pour la pratique, pour la doctrine, pour la pratique en cabinet, ou pour la pratique ailleurs, et de savoir ce qui relève du discours analytique et ce qui n'en relève pas. À partir de là, comment Lacan construit la suite de son texte? Alors, il parle d'une phrase où on pourrait dire c'est du Lacan, année 1953, le rapport de Rome, où c'est explicitement décrit, à savoir, il dit l'expérience d'une analyse livre à l'analysant, à celui qui est là sur le divan, l'expérience d'une analyse livre au patient, je cite, le sens de ses symptômes. Ça, c'est du Lacan 53. C'est très explicitement déplié de fonction et champ de la parole et du langage. Et même, il y a une série de métaphores dans le texte, notamment des inscriptions, notamment des références d'archéologie, des références de construction, le château, les remparts, etc., pour faire entendre, en quelque sorte de façon imagée, que les symptômes ont un sens et qu'il est possible de le découvrir, ce sens. Pour cela, le symptôme est trempé dans le bain analytique, c'est-à-dire dans la séance analytique, il s'y déploie et son sens émerge. La moindre lecture de Freud, j'aime beaucoup ces textes, comme vous, des années 1900, début des années 1900, l'interprétation du rêve, 1905, la psychopathologie, 1905, le mot d'esprit, où vous avez des centaines d'exemples où le sens des symptômes se trouve dévoilé. Symptômes au sens, en général, des formations de l'inconscient, les oublis, les actes manqués, etc. Les rêves.
symptômes et autres formations de l'inconscient. Et que, si vous prenez Signorelli, l'oubli d'un nom propre, qui ouvre la psychopathologie de la vie quotidienne, le deuxième étant l'oubli de Aliquis dans le vers de Virgile, eh bien, dans les deux cas, il y a même un schéma dans le premier assez déployé. Vous avez la construction du sens de l'oubli de Signorelli, et dans le chapitre qui suit, vous avez la construction du sens de l'oubli d'Aliquis. Et c'est extrêmement puissant quant à la décomposition des formations de l'inconscient. Les symptômes sont des formations de l'inconscient et de la découverte du sens. C'est donc du Lacan 53. Vous allez me dire, mais on est 20 ans après, on est en 73, et au début de son intervention, qui fait l'introduction préface, j'avais insisté sur le sens, meaning of meaning, que le sens, au fond, fuyait, que le sens du sens fuit, du verbe fuir, fuyait au sens du tonneau qui fuit, et pas de la poudre d'escampette, c'est-à-dire prendre les jambes à son cou et partir à toute vitesse pour se cacher, pour s'éloigner. Lacan ayant insisté sur cette opposition, fuir au sens du tonneau. Vous allez me dire, mais pourquoi rappelle-t-il le Lacan de 53 alors que le sens, justement, n'est plus ce sur quoi il va miser pour produire une avancée du point de vue du discours analytique? Eh bien, c'est le propre de cette introduction, comme les autres du reste. Il rappelle ce qu'il a déjà dit, il le dit de façon elliptique, et dans la phrase qui suit, il va dire que certes, les symptômes et les formations de l'inconscient ont un sens. Il précisera même un sens sexuel. Rappelez-vous l'oubli de Signorelli, qui est un oubli de Freud lui-même, et renvoie à la dimension sexuelle, à la guérison, où Freud était interpellé en tant que médecin, et au suicide d'un de ses patients, etc., etc. Et Aliquis, ce jeune homme qui, au fond, ne tirait pas une conséquence du vers qu'il citait, à savoir nos enfants changeront la situation des Juifs. Et c'était d'autant plus compliqué pour celui qui le disait qu'il était en train de craindre d'être père et qu'il refusait pour lui-même la paternité. On en est là, mais de suite, Lacan précise, oui, bien sûr, le sens des symptômes, à condition que vous ayez en mémoire ce que je viens d'écrire, quelques phrases préalablement, à savoir que le sens fuit toujours. Et que donc, comme il dit, il s'agit de recueillir comme si rien ne s'était d'ailleurs établi. Autrement dit, les symptômes et autres formations de l'inconscient peuvent être déchiffrés dans leur sens, à condition que ce sens-là ne soit pas le dernier mot, qu'il ne soit pas établi, qu'il devienne en quelque sorte un voilà pourquoi votre fille est muette, mais que toute interprétation des symptômes et de formations de l'inconscient par le sens doit faire entendre que le sens toujours fuit. Et même, il ajoute, que la fuite du tonneau est toujours à rouvrir, à réouvrir. Autrement dit, c'est non seulement le sens n'est pas définitivement établi, c'est pas voilà définitif, même s'il fait scansion, même s'il fait point pour passer à autre chose,
c'est que non seulement il y a une fuite du sens, mais que le travail analytique, le travail du point de vue du discours analytique, c'est de rouvrir cette fuite. C'est d'être en quelque sorte un agent de la fuite et qu'il ne s'agit pas de se plaindre de la fuite du tonneau, il ne s'agit pas de supprimer la fuite du tonneau, il s'agit de la graver, L', de la graver, de la réouvrir, de la rouvrir, comme il dit, et de la nourrir, cette fuite. Là, ça change la perspective et je crois que quand on lit un texte comme celui-ci, court, il y a toujours une affirmation qui n'est pas commentée, qui est un rappel de ce qu'il a déjà dit, qui en quelque sorte Lacan cite Lacan, mais il ne dit pas qu'il se cite, mais on le repère très vite, Lacan 53, à condition d'ajouter ce que son travail clinique lui a permis de dire, le sens, oui, mais sa fuite. Et que c'est la fuite qui est ce à partir de quoi le sens se construit. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. C'est pas il y a le sens puis la fuite, c'est qu'il y a toujours la fuite et que c'est parce que le sens fuit qu'il y a du sens. Ne rêvons pas d'un sens qui précéderait la fuite puisque ça serait la même chose que de croire qu'il y a d'abord un rapport sexuel et qu'ensuite ça se gâte, de même que ça serait croire que nous naissons heureux, heureux de nature, comme dit Lacan, qu'ensuite ça se gâte et que dans tous les cas, il faudrait revenir au statu quo ante, revenir à l'heureux de nature, revenir au sens avant sa fuite, revenir au rapport sexuel avant que le non-rapport s'inscrive. C'est l'inverse. La causalité est inverse. D'abord la fuite, d'abord le non-rapport, d'abord le heurt de la rencontre. Et ensuite, le heureux comme construction mythique, le rapport comme construction à laquelle croit le névrosé, et le sens comme « enfin je sais ce qui m'arrive », comme sens définitif qui vient livrer la structure du moi et de ses fictions. La fuite, que vient recouvrir justement le sens. Les théories sexuelles infantiles, par exemple, dont parle Freud dans un texte célèbre, qui sont autant d'interprétations de comment les parents font l'amour entre eux et comment les enfants naissent, eh bien, ce sont des modalités, cela sont des fictions, pour recouvrir la fuite du sens et le fait que motus, qui est un des nôtres, qui est un des noms, pourrait-on dire, de la fuite. Lacan précise ensuite que la science, oui, c'est elliptique, il n'y a pas d'articulation d'un paragraphe à l'autre. L'articulation fait défaut, d'où la difficulté de lecture du texte et le caractère haché de cette lecture, et qui tient à l'original même. La science, pourquoi l'introduit-il? Il l'introduit parce que elle nous donne des éléments pour penser le statut de la certitude. Ça, c'est très intéressant parce que certitude et science sont deux termes qu'on peut joindre, qu'on peut articuler l'un à l'autre. Ils font partie d'une façon de penser et que cette certitude, elle doit se démontrer, que si elle se démontre, elle peut être transmise. C'est même, on pourrait dire, le b.a.-ba de la science. Vous n'avez pas besoin d'y mettre du vôtre. On n'a pas besoin de vous croire. Il suffit que la certitude soit
soit démontré au tableau et on adhère non pas à ce que vous dites, mais à la certitude démontrée qui vous dépasse en tant que vous l'avez dite avec une énonciation singulière qui vient s'effacer devant l'énoncé de certitude que vous avez produit. Et que là, la démonstration permet la transmission, même ça a pu être le rêve de Lacan, qui est un mathème de la psychanalyse et qui soit intégralement transmissible. Un mathème est fait pour être transmis sans reste, sans perte, tel quel, indépendamment de celui qui transmet, indépendamment de son énonciation et indépendamment de l'énonciation de celui à qui c'est transmis. Par exemple, Alain Badiou, philosophe français très connu, l'occasion d'un long débat, enfin qui était un débat public sur ces questions-là avec lui il y a quelques années, un débat fort courtois, fort intéressant, un peu long de plus de 2 heures, et il avait sorti un livre sur Lacan où effectivement ce qui l'intéressait avant tout chez Lacan, c'était le goût du mathème, le goût de la transmission intégrale, et avec ça qui l'intéressait. Et ensuite, il trouvait que la clinique et les analyses dont on pouvait lui parler étaient bien en deçà de ce que permettait le mathème. Et il avait tout à fait raison. Le mathème est intégralement transmissible, mais ce dont on parle, les corps vivants et parlants, même s'ils peuvent être bon, le goût du mathème, ne se réduisent jamais à un mathème totalement transmissible. Ça l'intéressait beaucoup moins, évidemment. C'est plus tortueux, plus compliqué, marqué du sceau du malentendu et du non-rapport avec la multiplicité des rencontres bariolées et diverses. Donc, la science, la démonstration, et il nous dit, il y a une petite réserve par rapport à la science, ce qui est valable pour la science, c'est intéressant pour la psychanalyse, mais il y a une réserve, c'est justement le petit bonheur, la chance. Autrement dit, ce qui est propre au discours analytique, ce que le discours analytique, en quelque sorte, permet de voir éclore au cas par cas, au particulier, en opposition à la science et à son universalité, c'est justement le petit bonheur, la chance. C'est-à-dire que les conséquences du non-rapport ne sont pas universalisables. Vous pourriez universaliser le non-rapport, c'est logique. Ça relève de la logique. Vous pouvez inscrire un non-rapport. Alors, je vous ai lu tout à l'heure la négation sur le quantificateur universel, la négation sur le quantificateur existentiel. Le texte dit plutôt négation du quantificateur que sur, parce que moi je voyais le sur, la petite barre sur les lettres, etc. Ça, c'est transmissible. Vous pouvez l'écrire. Ça relève de l'universel. Seulement, ce qui ne peut pas relever de l'universel, ce sont les conséquences pour le par-l'être. Ce sont les conséquences pour le par-l'être des rencontres, c'est-à-dire des bons avec un S, heures, E-U-R-S. Il se trouve qu'une patiente que j'ai vue il y a quelques minutes vient de m'envoyer un SMS qui relève exactement de ce dont je suis en train de vous parler. Bon, comme elle relève tout à fait d'un autre champ, je peux lire le début, pas au-delà, ça ne se fait pas. Elle m'écrit « Je me sens très mal ». Voilà un singulier de sa position, même si j'essaie de rationaliser, etc. Ensuite, je ne lirai pas, elle en tire une petite fiction sur elle-même de type identificatoire et de ce à quoi elle n'a pas droit. En quelque sorte,
Elle répond à ce dont je suis en train de vous parler, que la rationalisation pourrait être directement transmissible, mais que son mal-être, lui, relève des conséquences singulières du « il n'y a pas de rapport ». L'exemple pourrait être multiplié par 100, et chacun de vous, si vous avez une clinique, vous pourriez l'illustrer par un ou une patiente de la journée. Là, c'est parce que j'entends l'arrivée de mes SMS avec un petit bruit. Et qu'ayant vu son nom, je voulais quand même savoir ce qu'elle m'écrivait et que si elle avait eu un besoin absolument d'urgence, je vous aurais demandé quelques instants d'arrêt pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Et c'est pas le cas. Donc voilà où on en est, à cette articulation entre ce qui relève de la certitude et des conséquences. Et là, il y a une remarque formidable. Il me semble être un outil, certes nommé de façon elliptique, c'est le propre du texte, mais néanmoins, si on le déplie, si on le marque chaque fois avec un petite pierre blanche ou un petit coquillage ramassé sur la plage, certains qui me connaissent et qui écoutent le séminaire savent que dans l'intimité, j'aime bien beaucoup ramasser les petits coquillages sur les plages, les coquilles des coquillages. Et donc, marquer quoi? Une distinction qui est la suivante. On remarquera, dit-il, que j'ai parlé du réel. Et c'est justement ce qu'il vient de dire, à savoir que la science s'occupe. Alors, est-ce qu'elle s'occupe du réel? Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Mais, par exemple, elle peut travailler sur les nombres réels. Mais il nous dit, on remarquera que j'ai parlé du réel, et en particulier, il se pose la question, quel est le réel propre à la psychanalyse? On en a déjà parlé la dernière fois. Et il dit, on remarquera que j'ai parlé du réel, et pas, la négation, et pas de la nature. Alors ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas aujourd'hui un neuroscientifique, les neuroscientifiques de combat qui veulent éradiquer la psychanalyse au profit du cerveau et de ses mécanismes qui existent évidemment. Je ne vous parle que parce que j'ai un cerveau et qu'il y a des mécanismes qui opèrent et que je ne suis pas un légume, que je ne suis pas cérébro-lésé, etc. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas un neuroscientifique, quelle que soit sa finesse, son intelligence, qui ne confonde pas la nature et le réel. Il croit que la nature, qui aime ce qui s'observe, le cerveau comme organe est un objet de la nature, est un élément de la nature. Il est observable comme on observe dans les sciences. Vous allez retrouver le terme naturel. En français, on dit les sciences naturelles. Les sciences naturelles sont les sciences de la nature. On peut observer des mollusques, on peut observer des mécanismes physiologiques, on peut observer le cerveau et les traces neuronales qui relèvent d'une activité, d'un travail, comme l'on dit, qui s'est produit, puisque tout travail produit sa trace. Ça, c'est parfaitement exact. Les scientifiques de la nature le disent et ils ont parfaitement raison. Et ils disent donc le réel. Et pour eux, il n'y a qu'un seul réel, c'est le réel de la nature. Et lorsqu'ils veulent bien parler d'autre chose, de la parole, de l'inconscient, etc., ils ne le font qu'en ceci qu'ils veulent le naturaliser. C'est leur terme. Ils veulent naturaliser la parole, ils veulent naturaliser l'inconscient, et même certains vont parler d'inconscient cortiqué, au sens du cortex. Le cortex étant cette partie du cerveau la plus développée
au cours de l'évolution des êtres vivants et qui donne aux faits et qui donne aux êtres qui ont le développement du cortex le fait que ce sont les Homo sapiens et qui se séparent des singes et même des grands singes, etc. N'importe quel manuel de classe de seconde vous montre des schémas avec l'importance du cortex, du néocortex, etc. Enfin, des choses extrêmement simples dites comme ça, extrêmement compliquées si vous l'abordez avec les outils de la neurologie, des sciences, etc. Et où je n'ai aucune compétence. Donc, naturaliser la parole, naturaliser l'inconscient, y compris pour certains, à vouloir même trouver les bases biologiques de l'inconscient. Et pour eux, il n'y a qu'un seul réel, c'est le réel naturel. Celui qu'observe, celui que décrit la science de la nature, ou les sciences de la nature, les sciences naturelles, dont la biologie est un des paradigmes. Mais science naturelle est un terme un peu ancien, mais que j'apprécie. En France, on pouvait être agrégé de sciences naturelles. Maintenant, on appelle ça sciences de la vie, puis il y a la géologie aussi, etc. Enfin bon, c'était sciences naturelles, donc ça incluait tout ce dont je parle. Et au fond, la thèse de Lacan dans ce petite référence, bien sûr, il y a la nature, dont Lacan nous dit « je n'en parle jamais ». Et quand il en parle, il nous dit, vous voyez le séminaire 23, lorsqu'il nous dit « la nature, oui », et il ajoute « c'est un pot pourri », c'est-à-dire on met vraiment un peu tout et n'importe quoi dans un pot, c'est un pot pourri. Ça se dit aussi, je crois, pour certains concerts de jazz. On mélange beaucoup de choses. C'est un pot pourri de culture. Pour lui, la nature, elle n'est pas déjà là, elle procède d'un pot pourri de la culture. On va pas rentrer dans cette dichotomie, on va admettre en quelque sorte là cette nature idéale, observable, dont parlent les scientifiques, qui relèvent des sciences de la nature, ceux qui se prétendent matérialistes, et ils disent voilà le seul réel. Il n'y en a pas d'autre. Le réel, c'est le réel naturel. Et justement, l'intérêt de dialoguer avec les sciences pour saisir ce qu'il en est du discours analytique, c'est qu'il existe un réel propre à la psychanalyse qui n'a rien à voir avec le réel de la nature. Et ça, Jacques-Alain Miller a beaucoup insisté dans son cours, au cours d'il y a une vingtaine d'années, en montrant que cette confusion entre nature et réel, la nature serait le seul réel matériel, il n'y en a pas d'autre, c'est une confusion et une erreur épistémologique. Il y a un autre réel que le réel naturel, il n'y en a même pas deux, il y a des réels, et que la nature n'a pas l'apanage du réel. C'est ce que veulent nous faire croire les neuroscientifiques. Ils ont l'apanage du réel et que donc nous sommes des idéalistes, nous sommes des rigolos, nous sommes des métaphysiciens, nous sommes des mystiques, nous choisissons le mythe contre le pur et dur, contre la matière elle-même. Contre l'homme-machine, contre les mécanismes. Du temps de la maîtrise, la référence n'était pas la biologie, c'était l'horlogerie. Mais, c'est-à-dire les lois de la physique, qui permettent de rendre compte des mécanismes d'une montre. Il y a une mécanique qui procède des lois de la physique, des calculs de la physique. Et ce qu'est en train Lacan de faire entendre à ses lecteurs en langue allemande, c'est qu'il y a un réel qui est propre à la psychanalyse. Un réel qui n'est pas
qui n'est pas réductible à la nature. Et que donc toutes les entreprises neuro qui consistent à se moquer de nous, à nous dire oui, oui, mais votre pensée procède de la nature de votre cerveau. Ce qui n'exclut pas, évidemment, pour que je puisse vous parler et penser, il me faille un cerveau. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'une procède de l'autre, au sens mécanique. Autrement dit, le cerveau ne sécrète pas la pensée comme le foie sécrète la bile. Phrase de Cabanis que vous connaissez. Et qu'au fond, nous leur opposons en doctrine, il y a un réel qui est propre à la psychanalyse et qui ne relève pas du réel naturel. Et que le dire n'est pas être idéaliste pour autant, et n'est pas pour autant nier le réel naturel du cerveau et des mécanismes qui en rendent compte, ni des traces neuronales indiquant qu'un travail a eu lieu et qu'il y a 1 million de milliards de neurones et de connexions, il y a 1 milliard de neurones et 1 million de milliards de connexions synaptiques. Il y a 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions synaptiques à peu près. C'est tellement grand que ça vous donne une idée de l'affaire. Et c'est là où nous retrouvons la spécificité du discours analytique. Nous avons 2 angles d'attaque dans ce texte, me semble-t-il. Je vous propose ça. Peut-être vous ne serez pas d'accord, bien entendu. C'est là où la parole n'est pas d'évangile, elle est dialectisable. D'une part, il y a chez Lacan des outils pour attaquer la psychothérapie, c'est-à-dire la quête du sens permettant de restituer le bonheur en un seul mot, le être heureux, par un traitement ad hoc. Et deuxièmement, on a des outils pour contrer une tendance aujourd'hui extrêmement dominante dans le milieu universitaire. Elle a gagné le combat, elle est majoritaire. Je pense pas qu'en France, mais dans tous les pays qui ont des universités, des départements psychiatriques universitaires, sauf quelques exceptions rarissimes, bien évidemment, la tendance, c'est justement, il n'y a que le réel naturel, celui des sciences naturelles. Ma parole, ma pensée, mes émois, mes désirs, mes plaisirs, mon caractère tortueux, etc., relèvent d'opérations neuronales et synaptiques, même si on les connaît pas toutes, loin de là, ça relève néanmoins du cerveau et des mécanismes qui s'y produisent. Et chacun ajoute sa contribution. Certains parlent des neurones, des synapses, d'autres vont parler des cellules gliales, dont certains pensaient que c'était le réservoir, enfin, le réfrigérateur pour les cellules, et puis certains ont montré que, je ne doute pas de la pertinence de leur résultat, que les cellules gliales, c'était pas simplement passivement là où les neurones, les cellules nerveuses trouvaient leur nourriture, entre guillemets, mais qu'elles avaient une spécificité très importante, etc. Chacun ajoute sa pierre, comme dans la science, évidemment, peu importe, mais que là, de toute façon, vous avez l'alpha et l'oméga de ce que je suis en train de vous dire, de la façon dont je bouge mes doigts, la façon dont je les bouge pas, la façon dont mes oreilles ont un poil qui dépasse ou pas, etc., etc. Je caricature à peine. Donc, vous voyez que dans le texte, si nous le lisons à l'aune de 2023, nous avons des outils pour combattre, pour nous opposer, pour montrer tout au moins que ce n'est pas réductible au discours analytique, ce qui relève de la psychothérapie et ce qui relève de la neuroscience. En ce qui concerne l'inconscient, bien évidemment, ça n'enlève rien au mérite objectif des neurosciences. Voilà où nous en sommes. Donc maintenant,
il nous faut, dans les quelques minutes qui viennent, conclure et se dire quel est le réel propre à la psychanalyse si c'est pas le réel naturel, le réel des sciences naturelles, c'est-à-dire celui de l'observation, celui des traces. J'ai entendu que lorsque Lacan parle de traces, il dit toujours la trace est perdue. On croit que la trace n'est pas perdue, certains ont fait cette erreur, ils croient que la trace n'est pas perdue, mais que c'est l'objet qui est perdu et que la trace, justement, vient indiquer que l'objet est perdu. Pas du tout. Si on lit bien Lacan, la trace elle-même est perdue. Après, il me dit, mais qu'est-ce que c'est la trace perdue d'un objet perdu? Eh bien, justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que cette affaire, c'est comme pour le non-rapport, ça a des conséquences. Et ça produit des rencontres. Alors, Lacan va insister sur une rencontre. Avant de vous dire quelle est la rencontre qui fait le propre du réel dans la psychanalyse, vous savez déjà que c'est la rencontre, puisque j'ai commencé en vous disant, bien sûr, entre les êtres qui sexuent et le sont, il y a des rencontres. Vous avez déjà la réponse à la question que je posais. Le réel propre dont il va être question, c'est la rencontre. Je l'ai dit en démarrant, en relisant la phrase de Lacan et en évitant l'incise « le sexe ne s'inscrit que du non-rapport », vous avez déjà la direction. Mais de quelle rencontre parle-t-on et en quoi est-elle réelle? Vous l'aviez déjà dans la segmentation de bon et de heureux opposés à heureux. C'est un mot presque insultant pour Lacan. Alors, vous avez une référence à la rencontre qui est la rencontre analytique entre l'analysant et l'analyse, qui, comme vous le savez, ne se réduit pas à deux personnes, à deux protagonistes dans un même lieu, même si c'est ce qui se voit, deux personnes présentes, mais que l'analyste, indépendamment de la personne qui occupe cette charge, cette fonction, vous savez cette définition dans le séminaire de 64, l'analyste fait partie du concept d'inconscient en ceci qu'il en constitue l'adresse. C'est la même chose que quand même chose, pas tout à fait, mais ça rejoint quand même l'idée, je ne poserai pas la question si je n'avais déjà la réponse que j'ignore. J'ignore la réponse que j'ai déjà donnée, alors je pose des questions. C'est pareil avec l'inconscient. Et que donc, quand je m'adresse à l'autre, à l'analyse, il fait partie de mon inconscient puisque c'est à lui que je l'adresse. Pas la personne de mon analyste. Le concept d'inconscient est la fonction de l'analyste. On a donc un lien analytique qui n'est pas entre deux personnes. Je ne vais pas vous refaire le schéma à 4 termes qui est celui par lequel Lacan, au tout début de son enseignement, pense l'inconscient et le discours de l'autre. C'est pas inconscient à inconscient, c'est pas 1 à 1 ou 2 à 2. C'est évidemment un schéma à 4 termes qu'il est ensuite possible d'ouvrir et d'écarter. Et vous avez d'autres termes qui apparaissent dans les failles ouvertes. Je donne un exemple. Comment on passe du schéma R, du schéma L au schéma R, par exemple, dans texte sur la question préliminaire à tout traitement de la psychose. Donc, comment Lacan, il sait que nous savons ça, puisque tout au moins qu'il veut transmettre au lecteur allemand en disant bon, vous allez lire mes écrits, mais vous allez lire ça en quelque sorte dans les pages qui suivent. N'oubliez jamais que c'est une préface, donc il y a les textes qui suivent.
Elle n'est pas faite pour être lue indépendamment de ce qui suit. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons lu Lacan et maintenant nous lisons sa préface. Nous avons lu les écrits, nous lisons sa préface. Eh bien, il nous dit le terme, il nous dit, et on le voit dans les textes qui suivent, notamment dans la proposition de 67, qui est dans l'ensemble des textes des écrits, il nous dit, j'ai articulé quelque chose par rapport au savoir inconscient, par rapport à la fonction de l'analyse, par rapport à la position de l'analysant, histoire de sortir l'affaire d'une dualité psychologique dans laquelle s'enferrait la psychanalyse d'alors, et c'est le sujet supposé savoir. Donc vous avez un moment où il va parler du sujet supposé savoir, il va passer par différents éléments, notamment des rêves de la trempe de Toug et celui de la belle bouchère qui dit j'ai analysé jusqu'à l'élever à la dimension du paradigme, et il dit mais en fait, qu'est-ce que c'est qui se communique dans l'analyse? Il reprend ce terme qui ne cessera de combattre parce que c'est pas une communication 2 à 2. Il nous dit ce qui se communique transcende le sens, d'où la nécessité même de savoir que si les symptômes ont un sens, le sens toujours fuit, autrement ça irait contre l'inconscient. Donc la communication transcende le sens, c'est son expression, parce qu'il y a la supposition dans cette communication d'un sujet au savoir inconscient. Donc il y a un sujet supposé savoir, c'est une supposition, et qu'à partir de là, il y a un chiffrage qui opère et qui produit des effets de sujet. S'il y a une supposition d'un sujet au savoir inconscient, c'est que c'est le sujet dont il est question. C'est le sujet de la séance analytique. C'est le sujet grand S avec une barre. C'est le sujet et sa faille. C'est le sujet et sa division. C'est pas le moi. Donc, supposer un sujet au savoir inconscient, il faut qu'il y ait le sujet supposé savoir présentifié par l'analyste pour en quelque sorte que le sujet de la séance fasse l'épreuve du savoir inconscient, donc en tant que sujet, il est l'effet. Ça se cristallise de cette façon. Donc l'opérateur qui en quelque sorte permet d'attribuer un sujet au savoir inconscient, c'est le sujet supposé savoir présentifié par l'analyste. Et donc, c'est pas un rapport de toi à moi, c'est que la communication qui opère, elle est médiatisée, transcendée par ce qui porte le sens à son hors-sens, à savoir, il y a un sujet au savoir inconscient, il faut le supputer et en passer par le transfert du sujet supposé savoir. Et que l'analyste là se trouve impossible à réduire à la personne qui a nom, monsieur X, madame Y, etc. Et que le sujet supposé, supputé, attribué au savoir inconscient, ce n'est pas la personne qui parle. Ce sont des effets de sujet, de même qu'il y a des effets du sujet supposé savoir, même si dans la fiction, on essaie en quelque sorte de le faire consister de façon pleine, il sait tout sur moi, l'analyste. Donc, vous voyez comment on touche à quelque chose où l'inconscient, on retrouve le terme de savoir, mais que ce n'est pas réductible à la logique du sens, puisque le sens fuit, et que le sens fuit, en quelque sorte, ça fait la preuve, presque on pourrait dire la certitude, si vous me l'autorisez à partir du terme qu'il employait précédemment à propos des sciences, à savoir qu'il y a un sujet au savoir inconscient.
et c'est celui-là dont je fais l'expérience. Autrement dit, le discours analytique produit du sujet analytique. Il produit, en attribuant au savoir inconscient un sujet qui ne se manifeste in concreto dans les séances que sous la forme du sujet divisé par l'inconscient. Du sujet qui ne se saisit que par bouts, morceaux, fragments, etc. Savoir inconscient chiffré, et que le sujet vient en quelque sorte présentifier de façon singulière. Et que donc la passion majeure de l'être parlant, vous et moi, ce qui nous meut, on pourrait croire que c'est l'amour, on pourrait croire que c'est la haine. Et il nous dit pas du tout. Bien sûr, il y a l'amour, ça nous occupe. Bien sûr, il y a la haine, ça nous occupe beaucoup. Mais qu'au fond, la passion majeure, c'est l'ignorance. C'est-à-dire le refus du savoir. Non, il n'y a pas de sujet à ce savoir inconscient, ou même encore mieux, il n'y a pas de savoir inconscient. Je le récuse. Donc, aucun effet possible de lui attribuer un sujet. En quelque sorte, l'ignorance, c'est l'attribution au savoir inconscient de l'ensemble vide qu'on marque, vous savez, le zéro avec une barre, l'ensemble vide. Il n'y a pas de savoir inconscient. L'inconscient, en quelque sorte, c'est zéro savoir. C'est ça l'ignorance. Si l'inconscient, c'est zéro savoir, ou si c'est un savoir cortiqué, directement repérable par des mécanismes électriques, biologiques ou produits artificiellement par des interventions chirurgicales, alors là, évidemment, ce n'est plus inconscient au sens où nous l'entendons, puisque l'ignorance, là, elle touche l'inconscient comme savoir. Et pas comme trace neuronale, connexion synaptique, etc. Communication synaptique. C'était le titre de la communication cellulaire, le titre de la chaire du grand Jean-Pierre Changeux au Collège de France pendant plus de 30 ans. C'est l'ignorance. Il porte sur le savoir, pas sur l'inconscient. Il n'y a pas de savoir dans l'inconscient. Je ne veux pas savoir qu'il y a un savoir dans l'inconscient, et je ne veux pas savoir qu'il y a un savoir inconscient. Donc, il n'y a pas de sujet à attribuer au savoir qu'il n'y a pas dans un inconscient vide, ou neuronal, ou biologique, ou archétypal à la manière de Jung, etc. Alors ça me paraît vraiment très utile, et je crois que nous en faisons l'expérience. Ce qui est le plus actif dans notre vie, c'est moins l'amour et la haine, qui sont bien entendu très présents, mais qui n'excluent pas l'ignorance. L'amour lui-même n'exclut pas l'ignorance. On va même dire qu'il faut, dans l'amour, on va même dire qu'il ne s'épanouit qu'avec une certaine ignorance. C'est un amour, bien sûr, qui vient recouvrir la question du heur, H-E-U-R. Et la haine aussi,
n'est pas sans ignorance, puisque si elle sait l'objet sur lequel elle porte, je le hais, je la hais, elle ne sait pas ce qui cause ça elle. L'amour, c'est pareil. Il sait sur quoi il porte, il ne sait pas ce qui le cause. Donc il y a une forme très, très forte, majeure même comme passion, de l'ignorance, et la dire passion, c'est que c'est pas forcément subi. C'est pas je sais pas, pauvre de moi, j'aimerais savoir, mais pas du tout. Il y a des je voudrais savoir, j'aimerais savoir, qui sont des pipeaux. C'est j'ai une passion pour ne pas savoir, pour ne pas attribuer du savoir à l'inconscient, et donc de produire un inconscient égal zéro savoir. Donc toute opération avec le zéro produit zéro. Le sujet sans savoir, c'est formidable, ça ne vient plus m'empêcher de dormir. Il y a une passion de l'ignorance. Et Lacan insiste beaucoup sur cette passion de l'ignorance. Ça, c'est formidable parce que si vous opposez la passion de l'ignorance à la doctrine scientifique, par exemple, des neuros, vous apercevez que vous touchez là un point qui, pour eux, à proprement parler, n'a strictement, c'est le cas de le dire, aucun sens. C'est absurde pour eux. Puisque c'est déjà écrit, que vous le vouliez ou non, c'est là. Comment font-ils avec la passion de l'ignorance? Si on vous expliquait en vous montrant, comme on peut le faire quand vous faites une prise de sang. On vous montre rien, mais il y a des calculs. Si on vous montrait une cartographie, y compris animée, de votre cerveau, vous dites, voilà, c'est là qui explique ceci, cela. Voilà pourquoi vous aimez, vous qui êtes un garçon, les garçons, ils n'osent pas trop dire ça, parce qu'autrement on les traiterait d'homophobes. Enfin, si tout est dans le cerveau, on doit pouvoir voir que les garçons aiment les garçons et pas les filles. Et les pervers aiment les petites filles, ou les chiens, ou etc., ou la violence. Enfin, ils osent pas le dire parce que vraiment, j'ai pu manger avec de grands neuroscientifiques, ils osent pas vous dire ça parce ils repèrent bien que s'ils le disent, ils sont homophobes. Bon. Enfin, si tout est dans le cerveau, vous avez ça aussi dans votre cerveau comme trace. Passons sur la rubrique, mais après tout ce qui pourrait vous être démontré, vous pouvez n'en vouloir rien savoir, presque, j'allais le dire, une ignorance explicite, parce que l'ignorance dont on parle, elle peut être inconsciente, elle est même articulée inconsciemment. Je ne veux pas savoir ce qui m'arrive dans mon inconscient, et naturellement, vous savez pas que votre ignorance a ainsi procédé. Mais là, je ne vais pas se dire, c'est une ignorance rationnelle. Je ne veux pas savoir ce que tu me montres. Mais même celle-là, vous voyez bien qu'elle objecte à la démonstration scientifique, puisque vous n'arriverez pas à loger la passion de l'ignorance dans l'inconscient lui-même, puisque ça voudrait dire que cette passion elle-même fait trace. Or, la notion de trace et d'effacement, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la transe dont on parle, elle n'est pas visible dans le champ qui nous importe. Vous voyez que dès que vous avez la passion de l'ignorance, vous avez le ressort même que le discours analytique ne va pas de soi, qu'il y a quelque chose qui s'y oppose fondamentalement. Je ne veux pas attribuer un savoir à l'inconscient. Imaginez une situation où vous auriez le choix. C'est-à-dire que vous imaginez que vous auriez presque un contrat faustien à établir. C'est pas possible, bien sûr. Mais que Dieu lui-même ou le diable, c'est la même chose d'une certaine façon, vous dise
est-ce que tu veux connaître ton inconscient? Que répondriez-vous? Moi, c'est pas du tout sûr, si Dieu me le demandait, ou le diable, que je lui réponde oui. Je dirais non, non, je ne veux rien savoir, efface tout. Simplement, nous ne sommes jamais dans cette situation du pacte faustien, et que donc nous faisons avec que le fait de n'en rien vouloir savoir, le fait de vouloir l'ignorer, n'empêche pas que cet inconscient et ce savoir-là, ils sont notre réel. On n'a pas le choix. Alors ceux qui vous racontent, moi j'aime le réel, j'aime mon inconscient, enfin. Oui, on peut pas faire autrement, donc on manœuvre avec. Alors est-ce que cela c'est le réel? Oui, mais il y a un tour supplémentaire dans le texte de Lacan. C'est à la fin de la page 4 où il dit la chose suivante: c'est le seul point dont le discours analytique a à se brancher sur la science. Il précise la différence, mais si l'inconscient témoigne d'un réel qui lui soit propre. Il ajoute, c'est inversement là notre chance d'élucider comment le langage véhicule, etc., etc. Donc ça apportera quelque chose à la science aussi. Donc il y a un réel qui est propre à la psychanalyse. Eh bien, ce réel propre à la psychanalyse, c'est ce dont on a parlé au tout début, là, dans ce que j'ai utilisé comme point d'entrée, parmi d'autres, à savoir les rencontres. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est parce qu'il y a l'inscription du non-rapport qu'il y a des rencontres. Sinon, il n'y aurait pas de rencontres. C'est pas sûr que dans le monde animal, il y ait des rencontres au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire des rencontres basées sur le malentendu, l'imprévu, le c'est pas écrit. La pulsion n'étant pas l'instinct. Le trip freudien n'ayant rien à voir avec l'instinct. Où là, il y a une soudure entre le drang, la poussée, le but et l'objet. Ce qui n'est pas le cas dans la pulsion. C'est pour ça qu'on peut décomposer la pulsion en 4 éléments et que chacun a des issues, des dérivés, des vicissitudes, etc. Des destins, comme on traduit en français. Mais Lacan préfère vicissitudes. Les rencontres, pour terminer sa préface, il leur donne un nom issu de la logique. Alors il donne 2 noms issus de la logique. D'abord le non-rapport, ce qu'on appelle l'impossibilité, et il nous donne la formule de l'impossibilité en logique. Ce qui ne cesse pas, c'est une négation. De ne pas s'écrire, c'est une deuxième négation. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, c'est le non-rapport. Il donne donc sa forme logique, avec le mot de logique qui correspond à ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, à savoir l'impossible, l'impossibilité logique. Ça peut pas s'écrire. Vous pouvez pas écrire. Ou plus exactement, vous pouvez écrire que ça ne cesse pas de ne pas s'écrire, ça s'appelle non-rapport. J'appelle impossible, j'appelle l'impossible X, Y ou Z, ça veut dire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire.
Ça, on pourrait penser que l'impossible, c'est le réel de la psychanalyse. Pas tout à fait. Lacan parfois le dit ou le laisse entendre. Quand on travaille les textes, il le dit tout en lisant pas, tout en disant autre chose, tout en disant pas que ça, à savoir que ce réel, c'est celui propre de la logique. L'impossibilité logique. C'est ce dont parle Lacan dans L'étourdi, et il dit la logique, science du réel. Ça permet donc d'écrire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, mais d'écrire la proposition, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Ça écrit pas ce qui ça écrit pas ce qui ne peut pas s'écrire, ça écrit la proposition, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Mais le réel propre de la psychanalyse, c'est pas forcément celui-là qui est le réel propre de la logique, dont la logique, en quelque sorte, fait science. Et dont un des paradigmes, c'est le nombre et le réel. Il y a les nombres réels, puis il y a la notion de nombre, la notion de successeur, que souvent Lacan commente en faisant référence au logicien Frege. Le réel propre à la psychanalyse, c'est la rencontre, mais la rencontre peut être dite en termes de logique. Il y a une catégorie logique qui répond à la rencontre, qui répond à la tuquée, qui répond au bon, H-E-U-R, au heure bon, et non pas à heureux. Le non logique, et ensuite je vais vous donner la phrase qui en rend compte, il faut un tableau à quatre entrées pour pouvoir produire l'ensemble des possibles. Enfin, on n'en prend que deux, l'impossible et la contingence. L'autre, c'est le nécessaire et le possible. Eh bien là, c'est la contingence, justement. Il nous dit, le réel propre à la psychanalyse, ce n'est pas l'impossible, ce qui ne cesse pas, négation de ne pas s'écrire, deuxième négation, mais c'est l'autre catégorie qu'on appelle la contingence ou le contingent. Et le contingent, ce n'est pas l'impossible, la contingence, ce n'est pas l'impossibilité au sens de la logique. Donc là, on traduit en termes logiques la rencontre. La rencontre, on va la prendre sous la forme des rencontres multiples, variées, colorées, pas colorées, vos malheurs, vos bonheurs, au sens du heurt. Car là, c'est la succession des heurts. Nos vies sont des successions de heurts, même pas seulement des successions, des nouages de heurts, des entrelacements de heurts, des rhizomes de heurts, H-E-U-R-S, de heurts de heurter. C'est la contingence, donc, en termes logiques, c'est le nom de la contingence. Le nom de la contingence se nomme la rencontre, qui ensuite se multiplie en les rencontres, des rencontres, et dont il donne la phrase qui permet d'en rendre compte, ce qui cesse, une affirmation, ce qui cesse s'oppose à ce qui ne cesse pas, de l'impossibilité. Donc, ce qui cesse de ne pas s'écrire. Donc, ce qui ne s'écrit pas cesse de ne pas s'écrire. Là, il y a rencontre. Là, il y a contingence. Là, il y a heure. À partir de là, chacun ne relève plus de l'universel, mais du singulier de la rencontre, des rencontres, et où chaque sujet supposé au savoir inconscient se trouve sollicité. Ce sont nos vies, V-I-E-S.
nos vies. Je vous lis la dernière phrase, donc, de ce texte daté du 7 octobre 1973. Comment ne pas considérer que la contingence ou ce qui cesse de ne pas s'écrire ne soit par où l'impossibilité se démontre ou ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, et qu'un réel de là s'atteste qui, pour n'en pas être mieux fondé, soit transmissible par la fuite, à quoi répond tout discours. Je vais le lire plus vite. Comment ne pas considérer que la contingence ou ce qui cesse de ne pas s'écrire ne soit par où l'impossibilité se démontre, ou ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, et qu'un réel de là s'atteste, qui, pour pas être mieux fondé, soit transmissible par la fuite à quoi répond tout discours. En 2 mots, il vous faut la fuite du sens jusqu'au hors-sens pour qu'un discours soit possible, qu'il soit discours analytique, et que c'est simplement à partir de là que la contingence peut trouver sa place, ou ce qui ne s'écrit pas cessera de ne pas s'écrire. On a donc le début du texte, meaning of meaning, la fuite du sens, qui vient rendre compte de la façon dont un discours, et notamment le discours analytique, est spécifié, et que c'est la condition qui rend possible que la contingence, ce qui cesse de ne pas s'écrire, soit aux commandes de la vie. La contingence procède donc du non-rapport, de même que le discours procède de la fuite du sens, c'est-à-dire que le sens c'est jamais ça, et que le sens n'arrive jamais à écrire le rapport. Donc, selon que vous preniez par la logique, par la clinique, etc., vous aboutissez à la construction d'un réel propre à la psychanalyse, qui n'est pas le réel de la logique, même si il est utile au réel de la logique d'être travaillé par le réel propre de la psychanalyse, à savoir la contingence en termes logiques et en termes de banalité de la vie quotidienne, à savoir les rencontres. Les êtres sexués ne font que des rencontres. Les êtres parlants sont malades des rencontres. Et de cette maladie-là, on ne se guérit pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous remercie. Vous avez vu, j'ai essayé d'articuler, comme j'ai pu, une petite architecture, chaque fois de construire un peu, comme diraient les architectes ou les metteurs en scène, de petites maquettes qui sont fragiles, qui sont moins bien que quand ensuite les maisons sont construites pour de bon, que les pièces de théâtre ont vraiment lieu sur les plateaux. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des petites maquettes pour essayer d'avoir une idée de l'architecture de ces textes-là que nous lisons. Et retrouver une architecture, c'est un peu retrouver l'architecte, c'est-à-dire Lacan, comme je peux, comme je suppose, retrouver la méthode, comment s'y est-il pris. Je sais pas du tout si j'y parviens, mais enfin, j'essaye de voir si ça tient à peu près, si ma maquette ne s'écroule pas.
Quand elles s'écroulent pas, je me dis, je peux peut-être leur nommer. Parfois, elles tiennent moins bien les maquettes que ce que j'avais prévu. Mais là, il me semble que j'ai une maquette un peu plurielle qu'on peut aborder. Il n'y a pas une seule porte d'entrée, mais qu'à peu près, elle tient sur ses pattes, à peu près. Voilà, je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Et la prochaine fois, ça sera l'introduction à l'édition anglaise des écrits. J'ai fait l'édition japonaise, voilà l'édition allemande, et j'avais commencé par la préface, l'introduction à la version poche des écrits. Bon, à bientôt, merci beaucoup d'être là. Au revoir.